Comme on le sait tous, le monde traverse aujourd'hui des bouleversements géopolitiques majeurs qui font des infrastructures critiques des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Quelques exemples. En 2022, une attaque contre des modems satellites de Viasat, survenue en parallèle de l'invasion de l'Ukraine, a entraîné l'arrêt de milliers d'éoliennes en Allemagne. En 2023, le réseau ferroviaire polonais a été ciblé par des hackers afin de provoquer l'arrêt d'urgence de trains transportant de l'aide vers l'Ukraine. En Ukraine, ce sont les réseaux électriques qui sont directement visés dans le contexte de l'agression russe. En Israël, parfois, ce sont les systèmes hydrauliques qui sont parfois attaqués par des groupes hostiles. Bref, ce ne sont que des exemples. La liste est longue, et même de plus en plus longue, hélas. Donc, dans tous ces différents cas, les systèmes industriels, OT, Operational Technology, sont soit directement visés, soit indirectement affectés, comme d'ailleurs ce fut le cas pour l'attaque que j'évoquais sur les éoliennes, lors de l'attaque contre Viasat. Dans ce contexte, la résilience des infrastructures critiques, où l'OT occupe une place centrale, n'est plus seulement un enjeu technique de cybersécurité, elle devient un véritable sujet géopolitique et de souveraineté, tant les conséquences peuvent impacter des populations entières. Donc avec le panel ici présent que je vais présenter, on va se poser quelques questions autour de ce sujet. Comment ces infrastructures sont-elles de plus en plus menacées par des cyberattaques ? Avons-nous pleinement pris la mesure des cyberrisques géopolitiques qui les visent ? Comment renforcer leur résilience ? Et on fera un tour aussi par les réglementations. Comment les réglementations actuelles sont-elles à la hauteur de ces enjeux ? Donc pour en parler, nous recevons donc Sacha Illich, directeur général de IMS Networks, une entreprise spécialisée dans la sécurisation des infrastructures critiques. Manuel Boé, PDG de Concepture Group, une entreprise de conseil en cybersécurité pour les infrastructures critiques. Richard Larose, conseiller principal des partenariats cyber au Centre canadien pour la cybersécurité. Puis Jérôme Geiser, yes. It's Geiser. Yes, Geiser, ok, Jérôme Geiser. Donc CISO, adjoint au ministère des Infrastructures et de la gestion des eaux des Pays-Bas. Donc la première question, c'est pour vous, Richard. Lors de la préparation de la table ronde, tous, vous m'avez dit, c'était très difficile il y a quelques années d'introduire l'OT dans la cybersécurité, de mettre la cybersécurité dans l'OT, de joindre les deux. Richard, quels sont les principaux événements des dernières années qui démontrent justement ce déplacement progressif, c'était vos termes, de la menace cyber vers les environnements OT? Merci Pascal pour la question. Alors, mais pour commencer, je voudrais remercier l'organisation de m'avoir invité à présenter ici à InCyber sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, aussi, je ne sais pas si vous connaissez le Centre canadien pour la cybersécurité. Juste avant de répondre à la question, juste vous donner un aperçu de l'organisation. Nous travaillons pour le Centre de sécurité des télécommunications. C'est un département fédéral, gouvernement canadien. Le Centre canadien pour la cybersécurité, c'est toute l'autorité technique et opérationnelle en cybersécurité au Canada, ainsi que pour toute l'assurance à l'information, toute la transition quantique, toute la cryptographie, tout ça fait partie du Centre canadien de la cybersécurité. Alors, ensuite, on a un rôle pour protéger toute l'infrastructure canadienne, les départements fédéraux, protéger le processus électoral au Canada, ce qui est très important au niveau fédéral et provincial. On travaille beaucoup avec nos partenaires des provinces. Puis, donc, on donne des conseils et orientations, des technologies qu'on a déployées sur notre infrastructure pour détecter les menaces. Puis, le deuxième aspect, c'est le support opérationnel, technique, conseil, orientation et services au système d'importance pour le Canada. Donc, à peu près toutes les infrastructures critiques font partie de notre mandat. Ce qui m'amène à parler justement de la menace. Parce qu'on voit beaucoup de choses.
On a publié un état de la menace il y a quelque temps. Un nouvel état de la menace va sortir très bientôt. Puis j'ai les grandes lignes, mais surtout avec une emphase sur les technologies opérationnelles. Nous, ce qu'on voit au Canada, c'est qu'il y a une grosse amplification de la menace, surtout au niveau du but, le but que les acteurs essaient d'établir. On est passé de, oui, il y a du rançongiciel, donc les buts lucratifs, oui, il y a des buts de vol d'informations, puis le vol de propriété intellectuelle, mais au niveau des technologies opérationnelles, on voit plus une migration vers tenter de perturber les infrastructures critiques à travers les technologies opérationnelles, de se prépositionner en cas de conflit pour pouvoir perturber. On appelle ça en anglais le disruption. C'est de plus en plus de buts des acteurs que l'on voit, qu'on détecte. Leur but, c'est ça, c'est créer cette espèce de perturbation. Puis cette perturbation-là va directement impacter la livraison de ce service que la technologie opérationnelle va livrer. On voit de plus en plus de technologies opérationnelles qui sont connectées à l'Internet, connectées à distance, qui augmentent énormément la surface d'attaque, étant donné que la plupart des technologies opérationnelles ne sont pas conçues pour être sécures par définition, sont conçues pour durer, pour ne pas changer, pour donner un service constant. Donc, beaucoup de vulnérabilités qui sont même pas, on n'est pas capable de régler. On va toucher tantôt, j'espère, à l'intelligence artificielle. Parce que l'introduction de l'intelligence artificielle connectée à la technologie opérationnelle augmente énormément la surface d'attaque, encore plus. Alors, il y a des conseils d'orientation pour éclairer le monde s'ils veulent faire des investissements là-dedans, qu'est-ce qu'ils doivent regarder. Les acteurs que l'on voit, c'est des États, des acteurs étatiques. Je nomme aucun pays, je n'ai pas besoin. C'est juste des catégories. L'acteur étatique peut prendre des années à se positionner dans ton infrastructure critique, va prendre des années puis se camoufler. Tu as les acteurs qui sont financés par les États ou ce que les États leur permettent d'opérer. Donc, sponsored, qui sont sponsorisés par des États. On en voit beaucoup de ça aussi. Évidemment, les cybercriminels qui s'en vont de plus en plus vers les infrastructures critiques parce que c'est payant. Parce qu'une attaque rançongiciel, quand on dit au comité exécutif que ton service que tu vas livrer va être arrêté, alors une demande de rançon est souvent bien, c'est payant, les infrastructures critiques. Et les derniers que l'on voit de plus en plus, étant donné l'aspect géopolitique, c'est les activistes. On voit beaucoup d'activistes, assez qu'on a publié récemment une nouvelle alerte, une nouvelle forme d'alerte conjointement avec la GRC pour avertir les propriétaires d'infrastructures critiques des technologies opérationnelles qui connectaient sur l'Internet des activités des activistes. Entre autres, c'est l'alerte, je crois c'est 16025, qui mentionne qu'on les voyait live, des groupes activistes qui contrôlaient dans une ferme un silo à grains pour régler la température, le monter une température pour mettre le feu. L'autre, c'était les valves d'une centrale d'un pipeline de gazier qui se faisait contrôler à distance par l'activiste. Et le troisième, c'était sur une usine d'épuration d'eau, où ils ont pris le contrôle de l'usine à distance. Puis là, étant donné... Et c'était simplement une mauvaise hygiène de cybersécurité qui a permis d'exposer ces interfaces-là qui étaient vulnérables. Et ce qu'on voit, c'est que les activistes qui n'ont pas énormément de financement, mais ils veulent faire des coups qui font du bruit. Ils veulent causer quelque chose qui va être dans les nouvelles. Ils vont essayer de trouver toutes les vulnérabilités possibles et essayer de les exploiter le plus vite possible. Et en étant très bruyants. On les voyait carrément sur l'Internet. Puis... aussi, je veux juste parler des grandes tendances qu'on voit. Évidemment, l'intelligence artificielle, oui, c'est un fantastique outil qu'on peut se servir pour nos processus, etc. Mais c'est une plaie, car il amplifie énormément la menace. Il donne des outils aux acteurs qui sont sans précédent, augmente la vitesse, la précision de leur attaque, et ils seront toujours en avant de nous. Oui, on s'en sert pour la défense. On s'en sert énormément. Mais on a des processus à suivre, on vérifie que tout est conforme.
L'acteur qui se sert de l'AI, lui, va juste s'en servir, puis les dernières technologies le plus vite possible. Évidemment, on voit beaucoup d'acteurs qui investissent énormément dans les techniques de camouflage pour se cacher. Bon, tout le monde connaît Volt Typhoon, Living of the Land, les techniques de Living of the Land qui étaient indétectables il y a quelques années. Maintenant, on sait comment les détecter. Ensuite, la concentration de fournisseurs, on sert toutes mêmes la chaîne d'approvisionnement, beaucoup de menaces sur la chaîne d'approvisionnement, beaucoup d'acteurs ciblent la chaîne d'approvisionnement. On a des cas énormes qu'on a gérés. Puis, oui, on a encore beaucoup d'exploitations de vulnérabilités publiques qui sont exposées. Le monde, soit qu'ils n'isolent pas ou ne segmentent pas leur réseau, ou n'appliquent pas de microsegmentation, ou soit qu'ils exposent des interfaces qui sont vulnérables. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Richard, pour ce panorama à la fois très complet et synthétique. Et pour l'IA, on en parlera un peu à la fin, en guise d'ouverture, parce qu'effectivement, les risques, la surface d'attaque ne fait qu'augmenter avec l'IA. Manuel, lors de la préparation de la table ronde, vous insistiez sur les risques liés à la souveraineté. Comment, à l'heure actuelle, on inclut la souveraineté dans les analyses de risques visant l'OT et les infrastructures critiques? Quelle est la fameuse problématique de la souveraineté dans cette analyse de risque visant l'OT? Merci beaucoup de la question. Tout d'abord, je voulais vous rejoindre en vous disant que je suis tellement heureux d'être ici à Lille. C'est une des meilleures villes de conférence en Europe en termes de cybersécurité. Et il y a tellement beaucoup de gens de différentes approches, du juridique, le technique, la législation. Et je suis vraiment très content d'être là. Merci beaucoup. Concernant votre question, tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que les infrastructures critiques, la souveraineté est synonyme de pouvoir. Donc, par exemple, si vous avez le contrôle des données et qu'on décide de couper une connexion, c'est très puissant et ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, pour moi, la souveraineté, c'est quelque chose, de point de vue défense comme attaque, c'est quelque chose qui est très puissant. Là, on parle de infrastructure critique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la souveraineté sur celle-ci? Parce que c'est l'eau, c'est l'énergie. Il faut protéger cela. Et ce qu'on a vu également, et qui prouve que il y a toujours un risque. Et de mon point de vue, je suis un consultant, mais je fais également de la recherche en Allemagne, et on a des agents à Cologne et également à Houston au Texas. C'est transatlantique et c'est intéressant de voir les différents points de vue. Et en termes de technologie, on a, je dirais, des défis en termes de l'Union européenne, puisque nous avons construit des services qui essaient de nous aider à être plus souverains. Et quelques années plus tard, quand ça a du succès, ils sont achetés par des entreprises américaines. Donc, quelle est la souveraineté ici? Donc, ça, c'est un gros challenge. Concernant votre question concernant le paysage de risque, je pense que la supply chain doit être vraiment prise en compte dans ce panorama, dans ce paysage de risque. Et de plus, je pense que bien sûr, les infrastructures critiques doivent être protégées au plus haut niveau, mais avec l'implication de partenaires
surtout quand on parle d'IA. Parce que tout ça a ses limites, et faire tout ça tout seul, ça a ses limites. À un moment donné, on va reconnaître que les partenariats internationaux sont importants, puisqu'on a une chaîne de valeur, une supply chain. Il faut se parler et trouver la façon, peut-être pas de contrôler, mais avoir sa souveraineté absolue, mais plutôt de gérer la supply chain de façon à ce qu'on puisse être sécurisé en termes d'infrastructure. Question, si vous pouviez, parce qu'il reste un peu de temps, et est-ce que justement vous disiez la souveraineté c'est la puissance, les infrastructures c'est la puissance, c'est l'eau, c'est etc. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe a pris la mesure justement de cette nécessité dans la souveraineté de ces infrastructures critiques? Est-ce que l'idée passe à la concrétisation aujourd'hui, comme le veut d'ailleurs le thème du FIC. Qu'en pensez-vous de ça par rapport aux infrastructures critiques ? Est-ce que la souveraineté des infrastructures critiques, est-ce que l'Union européenne a pris la mesure de l'importance de cette souveraineté en ce qui concerne les infrastructures critiques ? Well, it always has. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. On est tous d'accord sur l'importance des infrastructures critiques. Mais ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Comme tu l'as dit, Richard, c'est toujours vulnérable. Et je ne vois pas que l'exposition sera résolue par les mesures qui sont jusqu'à maintenant. A question for you, Sacha. Lors de la préparation de la table ronde, vous m'expliquiez que vous avez affronté une crise cyber qui a perturbé toute une chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, comme on le mentionnait, l'importance de la supply chain. Pouvez-vous raconter cette crise cyber que vous avez affrontée ? Et pouvez-vous expliquer pourquoi la mise en place d'un plan de continuité d'activité n'est pas suffisante pour la résilience des infrastructures critiques ? Ouais, je vous remercie pour l'invitation. Je suis directeur général d'IMS Networks. On est spécialisé dans les infrastructures critiques, les réseaux et cyber. On fait un peu de post-quantique, on fait du cybersoc, IT-OT et l'anti-DDoS. Mais auparavant, j'ai eu une vie de DSI. Et j'ai expérimenté une crise majeure pour un groupe de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de 10 000 personnes. Alors, quand on parle de risque géopolitique, donc ça s'est passé il y a quelques années, 4 ou 5 ans, maintenant, juste avant le Covid. Donc on s'est fait attaquer par un groupe, je pense, russe, Revil, très connu, parce que je crois que c'est Biden qui l'a... Et puis les Russes qui l'ont éliminé par la suite. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui si on a été réellement ciblé. Mais ce qui est certain, c'est que on n'était pas une entreprise OIV, au sens maintenant ou entreprise essentielle aujourd'hui dans NIS 2. C'était pas le cas. Par contre, on délivrait quand même des médicaments pour l'oncologie, pour les cancers, on distribuait ces médicaments. Alors là, on ne parle pas d'énergie, on parle de santé quand même, santé humaine. Et on a subi quand même un ransomware qui a chiffré l'ensemble du système d'information. Donc c'était une attaque indirecte par phishing. Et qu'on a dû évidemment contenir, et le gros du travail évidemment a été de mettre en place en fait la remédiation le plus rapidement possible. Alors pour venir à l'outil, mon témoignage sur ce point-là, c'est que aujourd'hui on n'est pas encore préparé, il me semble, même après ces années-là, à bien manager les infrastructures OT.
Aujourd'hui, on a des gens, on a des ciseaux. Alors peut-être dans les grands groupes, je pense que le chemin a fait évidemment ça fait son chemin évidemment, mais à l'époque on n'avait pas cette maturité. Et en fait, une DSI était une DSI IT, pas une DSI OT. Et on a su très rapidement en fait contenir, remédier, reconstruire un SI, même un SI industriel, allant jusqu'à l'ERP. Donc ça, il y avait pas trop de soucis pour cela parce qu'on maîtrisait complètement, on était complètement, je dirais, industriel dans la manière de gérer les projets. Par contre, le monde OT était complètement, je veux dire, pas inconnu, on avait peu de contacts, et on a mis énormément de temps à reconstruire en fait le système d'information OT pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'on n'avait pas une cartographie de l'ensemble, évidemment, des équipements, des pilotes, des lignes de production. Donc ça, c'est le premier point. L'asset management, c'est un peu compliqué. Le deuxième point, c'est que dans le monde OT, versus le monde IT, la vulnérabilité, elle existe d'autant plus que les équipements qui n'étaient pas connectés à Internet ou au réseau d'entreprise le deviennent de plus en plus, mais sur des infrastructures qui sont vieillissantes. C'est difficile de changer ces infrastructures. Donc ça a été le deuxième point de vulnérabilité. Et puis on n'avait pas toujours en fait du spare uniquement je dirais de stations pilotant des SCADA, des MES. Ça a été très 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 compliqué. Et puis in fine, on a réussi cette construction, mais ça a été l'industrie, chaîne de production, chaîne de distribution et même recherche et développement dans les labos, ça a été les moments les plus compliqués de reconstruction. Et je voudrais ajouter également, c'est que là on a un vrai sujet de gouvernance, puisque ceux qui gèrent l'OT sont souvent des industriels, on appelle ça les opérations dans les entreprises, et entre un DSI et un directeur des opérations, c'est un peu compliqué, généralement. Donc il y a un vrai sujet de gouvernance. Donc, ce qu'on a fait juste après, pour pouvoir évidemment s'améliorer et ne pas retrouver la même typologie d'attaque. Alors, je discuterai après de la réglementation et ce qu'elle peut amener, mais on a fait un gros travail de BIA, un Business Impact Analysis, allant jusqu'à décrire tous les process et toutes les lignes de production du début à la fin. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a des entreprises qui peuvent vous accompagner sur le sujet. Le deuxième point, c'est de faire des plans de continuité d'activité, mais avec un plan de continuité IT, OT. Voilà, ça c'est important. Donc de bien connaître évidemment les lignes de production majeures et puis de pouvoir ensuite d'avoir un plan de continuité. Une segmentation, on parle beaucoup de segmentation. Bon, il fallait savoir que en fait l'attaquant était là depuis un mois, donc il a fait des mouvements latéraux, donc il a pu voir. Donc la segmentation classique aujourd'hui est somme toute assez limitée. On a tout recontrôlé, les VLAN, etc. Bon, c'est des choses qu'on a faites, mais je pense que on peut le durcir encore. Et puis le dernier point qu'on a pu également en faire, c'est selon évidemment le cas d'usage de l'OT et de la data qui est remontée, c'est de ramener en fait l'informatique dans les usines et de faire du edge, du computing, du storage, du conteneur à ce service au plus près, segmenté, sécurisé. Donc c'est les premières choses que l'on a fait pour essayer d'être dans une situation meilleure que l'on était avant la crise cyber. Voilà. Alors juste pour conclure cette première partie d'intervention, c'est qu'une entreprise comme celle qui était la mienne il y a quelques années n'était pas entreprise essentielle et pourtant elle était dans un flux critique. En tant que fournisseur, finalement. En tant que quand même entreprise dans le monde de la santé. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Sacha, pour ce partage d'expérience. Et ça m'amène une question pour vous, Jérôme. Parce que Sacha disait très justement, il parlait d'infrastructures vieillissantes.
Et on sait que dans justement les infrastructures critiques, il y a énormément d'infrastructures vieillissantes. Le temps, les cycles en fait sont beaucoup plus longs que dans d'autres secteurs. Et donc ça m'arrive finalement à cette question pour vous. Face à un environnement OT et des infrastructures critiques qui évoluent beaucoup plus lentement que les menaces géopolitiques que nous a exposé Richard, comment justement peut-on renforcer l'agilité des dispositifs de cybersécurité de ces infrastructures critiques? C'est un grand défi. Oui, c'est un grand défi. Mais je ne suis pas sûre qu'il faut qu'on essaye de trouver une solution pour cela. Pour donner un contexte, quand on essaie de créer une grande infrastructure, donc, par exemple, disons que vous avez commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les États-Unis, c'était notre ami. Dans le process de conception, ça aurait été fou de se poser la question, est-ce qu'on peut construire ça sans les États-Unis? On pourrait demander des appels d'offres spécifiquement européens, mais on nous aurait répondu que ça, c'est très coûteux. Pourquoi on n'achèterait pas simplement des composantes américaines? Parce que ça a été simplement la norme pour 70 ans. Je pense qu'on doit avouer que certains problèmes ne peuvent pas être résolus. Ils peuvent être amoindris. J'ai déjà entendu beaucoup de bonnes suggestions ici aujourd'hui. Si vous avez un actif, connaissez-le. Sachez où vous l'avez acheté. Dans l'infrastructure critique un peu plus ancienne, des fois, en fait, la boîte qui a créé les composantes n'existe plus. Et ça, c'était le risque. Mais maintenant, on peut considérer ça comme une opportunité d'apprentissage. Il n'y a pas de différence entre un fournisseur qui n'existe pas ou qui ne nous soutienne pas l'effet est pareil. Donc on peut apprendre peut-être un petit peu de ce type de situation. Si vous connaissez bien vos atouts, ce qu'on doit comprendre dans ce contexte géopolitique, c'est qui est votre ami sur la scène internationale. En fait, cette question-là est un facteur de risque dans des atouts anciens et nouveaux. Je ne pense pas qu'on peut envisager une bonne solution qui va tout régler. Par exemple, si on implémente ce contrôle-là, on est bon sur le plan géopolitique. Des fois, simplement, si on sait sur qui on dépend, quand il y a un changement géopolitique, on sait à quel niveau on doit agir. C'est une information supplémentaire pour la gestion de vos atouts. On peut parler de ça pendant la conception. Donc, c'est-à-dire que les ingénieurs doivent être au courant. C'est vraiment les personnes qui connaissent ces actifs, ces atouts. Comme ça, eux, ils peuvent réfléchir aux alternatives possibles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut diviser entre différents fournisseurs? Comme ça, on n'a pas une solution B, mais qui a la même vulnérabilité pour des raisons géopolitiques. Par exemple, ça peut être avoir un système principal qui vient des États-Unis, mais un deuxième système de maintenance qui vient de l'Europe. C'est une nouvelle façon d'y réfléchir. Mais on doit travailler ensemble avec les ingénieurs qui conçoivent ces systèmes. Moi, je viens de l'IT. Beaucoup d'ingénieurs OT ont pris le temps d'expliquer ces systèmes. Moi, ici, je suis en train d'écouter des traducteurs, mais eux, des fois aussi, ils ont peut-être besoin de traducteurs quand ils parlent entre IT et OT, parce que la terminologie technologique, des fois, on a l'impression que c'est les mêmes, mais en réalité, c'est très différent. Étant donné le risque géopolitique, les ingénieurs doivent le comprendre. Donc, faire face à ce risque devient une approche multidisciplinaire. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Les personnes qui prennent des décisions au niveau géopolitique, par exemple, qui sont parties d'un ministère,
Ces gens-là doivent se rendre compte que, par exemple, le matériel OT, pour la plupart, nous vient des États-Unis. Donc, on doit réfléchir, se poser les questions. Comment ça marche dans le cadre de la diplomatie? Une des choses qui me réjouissent particulièrement, c'est que voilà, j'étais ici il y a 6 ou 7 ans, et si les gens parlaient de l'OT, c'était déjà bien. Bah, des fois, les gens me disaient, ah, là, il y a écrit OT, vous voulez pas dire IT? Et en fait, maintenant, on en parle. Maintenant, c'est plus quelque chose de bizarre. Donc, c'est-à-dire que le savoir-faire et la reconnaissance croît dans notre communauté. Et ça, c'est positif. Dans les Pays-Bas, on vit dans une baignoire, parce que 30% de notre pays est sous le niveau de la mer. Donc, des fois, c'est bien d'expliquer aux ingénieurs dont la maison est sous le niveau de la mer, que ce risque géopolitique peut résulter en leur maison qui est inondée. Donc nous, on doit faire ce lien entre les actifs et les gens qui prennent les décisions et qui nous aident à mettre en place des systèmes de sécurité. Question par rapport à ce que vous disiez, une petite question supplémentaire à réponse concise. Au niveau, justement, ce dialogue, comment se passe aujourd'hui ce dialogue entre les équipes OT et les équipes IT? Est-ce qu'il est facilité? Est-ce qu'il... justement, parce que ça permet aussi ce dialogue une certaine forme d'agilité face à ces bouleversements dans les menaces. Comment est-ce qu'il se passe de manière fluide? C'est pas évident. Il faut y travailler pour créer cette coopération. Cela commence avec des experts en cybersécurité qui doivent fermer leur gueule. Parce que eux, ils ont besoin de commencer à écouter. Si un ingénieur, vous ne faites pas confiance pour comprendre leurs problèmes, il y a moins de chances qu'ils aient envie de travailler avec vous. Moi, j'ai dû vraiment travailler sur cet aspect-là. Parce que moi, je suis plein de bonnes intentions, mais 80% ne marchent pas dans le cadre d'un système OT. Donc, il faut qu'ils aient la patience pour s'écouter. Et ça a vraiment aidé le dialogue. De mon point de vue, ce qui a vraiment aidé, c'était d'expliquer en parlant des incidents. Par exemple, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à l'étranger? Expliquez-leur. Eux, ils n'entendent pas cela. Eux, ils entendent qu'il y a des nouveaux actifs qui sont créés, mais nous, on voit les rapports des incidents. Donc, ce qui aide pour créer ce dialogue, c'est de prendre un incident qui est reconnaissable et travailler ensemble pour regarder le cas. Par exemple, ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en Ukraine. Est-ce que ça pourrait arriver ici? Si simplement ils avaient choisi une autre adresse IP pour leur attaque. Jérôme, par rapport, alors restons justement retournons plutôt sur justement cette continuité d'activité à rechercher, surtout dans le domaine, notre domaine, l'industrie la critique. Vous avez participé l'année dernière à un sommet de l'OTAN. Et lors de ce sommet, vous avez évoqué la question de la résilience des infrastructures critiques. Ce qui intéresse, je pense, le public par rapport à cette expérience, c'est comment vous avez réfléchi lors de ce sommet à la résilience des infrastructures critiques, OT, scénario, plan de crise, plan de continuité d'activité, exercice, etc. Et aussi une question qui paraît importante sur la manière dont finalement cette mise en commun au sein de l'OTAN permet de rehausser le niveau de la résilience de tous les partenaires de l'OTAN, une sorte de faire émerger une sorte de référentiel commun par rapport à cette continuité d'activité des infrastructures critiques. Qu'est-ce que vous est-ce que vous pouvez faire un petit retour d'expérience et émettre des précisions par rapport à ça? Ça a été difficile. La cybersécurité était un point important sur les agendas des risques. Mais quand j'ai posé la question, alors quelle cybersécurité?
Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas répondre. Un socle principal pour le sommet de l'OTAN, c'était que chaque organisation serait responsable pour ses propres infrastructures. Donc les participants plus matures, par exemple les opérateurs de réseau ou les municipalités de gestion de l'eau, eux, ils savaient quoi faire. Le défi, c'était de pouvoir relier tous ces silos dans le cadre d'un scénario de risque intégré. Une des choses que les experts savent très bien faire, c'est inventer des scénarios de catastrophe. Donc nous, on a pu envisager tout. Par exemple, éviter qu'un météore nous tombe dessus, par exemple. Mais tous les risques ne sont pas pertinents. Une des choses intéressantes qu'on a fait, c'est de dire, OK, nous, on a confiance aux grands acteurs, on a confiance qu'ils savent quoi faire. Et le rôle du gouvernement et de l'équipe de projet, c'était plus un rôle d'hélicoptère, c'est-à-dire quelles sont les chaînes d'approvisionnement qui pourraient impacter les unes les autres? Est-ce qu'elles communiquent entre elles? Est-ce qu'elles connaissent leur point de vue en termes de continuité d'entreprise? Alors, je dois vraiment complimenter le Centre de sécurité nationale parce que eux, ils ont organisé des sessions très tôt pour se focaliser sur les différents scénarios pour lesquels on voulait se préparer. Les deux buts principaux pour le sommet de l'OTAN, et ça c'est pour tous les sommets de l'OTAN, c'est qu'il faut continuer, il faut aller de l'avant. Ça, c'était toujours été vrai. Une des nouvelles choses cette année, c'est que le Pays-Bas ont dit le sommet de l'OTAN ne peut pas arrêter la vie de tous les jours. On ne peut pas simplement arrêter les Pays-Bas parce qu'il y a un sommet dans une ville. Donc voilà, il y a un impact sociétal de la cybersécurité. Et on s'est focalisé sur ça notamment. Le Centre national de cybersécurité a organisé des sessions lors desquelles les experts des grandes organisations qui protègent les infrastructures avec un impact sociétal, et je pense qu'il y avait une 50aine de personnes en tout, on a organisé des petits ateliers pour déterminer quels étaient les scénarios les plus probables. Donc le Centre national des Pays-Bas ont créé un rapport. Ils ont défini les rapports. Ils ont défini lesquels les experts pensaient étaient les plus probables, les plus disruptifs. Donc on a eu un rapport joint avec les experts pour dire pourquoi il fallait se préparer. Bien sûr, on peut imaginer plein d'autres choses, mais on va se focaliser sur cela. Et cet exercice était très utile pour focaliser l'effort à travers toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc il n'y a pas organisation A qui se prépare pour un météorite et organisation B qui se prépare pour une bombe et une troisième organisation qui se prépare pour un scénario de hacking. Voilà. Là, cela n'aide pas parce que ce fonctionnement n'aide pas au dialogue. Donc ces sessions-là ont été très utiles. On essaie de dire qu'il ne fallait pas faire des rendez-vous jusqu'à une semaine avant, mais commencez. Discutez, trouvez vos partenaires, partagez vos problèmes, soyez agile dans votre approche. C'est très rare dans le monde de la cybersécurité qu'une organisation fait face à un problème pour la première fois au niveau mondial. Il y a toujours une autre organisation, une entreprise qui a eu un problème similaire avant. Donc, c'est bien d'être transparent, de parler de ces défis. Alors, le Pays-Bas est un petit pays, donc on a un bon équilibre là parce qu'on se connaît entre experts. Chaque année, on a quelques bonnes fêtes, mais on est suffisamment grand pour avoir une bonne expertise. Donc la communauté qui existait là déjà a vraiment aidé pour avoir ce partage d'informations et pour faire des choix en tant que communauté. Cela nous a aidé à créer de la confiance.
Donc, oui, on est prêt. Voici les scénarios pour lesquels on s'est préparé. Et lors de ce process, on a créé une résilience au cas où autre chose arrive. Voilà. Heureusement, tout s'est passé plutôt bien. Bon, c'est bien sûr, c'est pas qu'on n'était pas attaqué, c'était le sommet de l'OTAN. Mais le sommet s'est très bien passé et il n'y a eu aucun impact important, en tout cas, sur la société. À part les petits problèmes qui arrivent à chaque fois, mais rien de majeur. Quelle place Pardon, excusez-moi. Une petite question. Quelle place prend justement cette résilience des infrastructures critiques au sein de tous les débats de l'OTAN? Quelle importance ça a? Avec toutes les attaques qu'on sait, hein, justement, on évite de dire l'origine, mais voilà, il n'empêche qu'il y a de plus en plus d'attaques en Europe, notamment sur ces infrastructures critiques. Donc, est-ce que ça prend une place croissante dans les débats au sein de l'OTAN? Alors, moi, je ne fais pas partie des discussions en interne à l'OTAN sur les technologies d'opération. Mais le secteur de la défense est très au courant des problèmes de l'OT parce qu'un tank est un actif qui est conduit et pareil pour un navire. Donc on parle bien sûr de la résilience à l'OTAN. Une partie des exercices de crise à l'OTAN sont des attaques sur les infrastructures critiques. Ils sont très au courant du rôle de l'OT et de l'infrastructure critique dans la capacité de l'OTAN à fonctionner, tout simplement. Une des choses qui aide particulièrement, c'est que la société commence à s'en rendre compte. Donc le dialogue devient plus mûr, mais c'est une question culturelle. On a besoin d'une évolution à ce niveau culturel, non pas uniquement technique. Les discussions évoluent et j'espère que l'augmentation des dépenses dans la défense vont aider à augmenter aussi le savoir et l'expérience, les capacités pour un pays, pour qu'il puisse faire face au fonctionnement des infrastructures critiques. Malheureusement, avec de plus en plus d'attaques, la société se rend compte que, au niveau géopolitique, les infrastructures critiques et l'OT vont influencer et impacter la société. Avant, c'était quelque chose de plutôt exotique. Maintenant, vu ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient, avec les attaques sur le réseau énergétique en Pologne, tout cela a vraiment concrétisé l'OT comme un facteur important. Et il faut qu'on fasse, qu'on puisse y agir dessus. Pour approfondir, vous l'avez déjà un peu abordé tout à l'heure, mais cette question de la souveraineté et pour l'interroger de manière plus opérationnelle, justement, dans cette résilience des infrastructures critiques. Première question, déjà, comment introduire le risque de souveraineté, enfin le risque de souveraineté, disons la problématique de la souveraineté, dans l'analyse des risques OT et infrastructures critiques? Et surtout, est-ce que, selon vous, il est possible de bâtir des infrastructures critiques pleinement souveraines, puisque, notamment, vous êtes, je sais, très investi sur la souveraineté des données, data sovereignty. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce qu'on peut, voilà, comment bâtir cette industrie pleinement souveraine? So much about answering the second one. I'll repeat the first question and after I will... Je vais répéter la première question puis la deuxième. First question, comment introduire le risque de souveraineté dans l'analyse des risques OT et des infrastructures critiques? Yes. Yeah, that's interesting. Ok, oui. Ça, c'est une question intéressante. L'analyse des risques, c'est toujours l'analyse des risques. Quand on parle de souveraineté, oui, on a des produits, on a des services qui viennent d'autres États.
Ces autres États sont peut-être, on espère, nos alliés, nos amis, et ça, c'est une question politique. C'est aux politiques de comprendre. Mais pour nous, cela existe dans un autre domaine aussi, dans le cadre de la confidentialité des données. Donc, le RGPD, on le connaît tous. Donc, on a fait beaucoup d'analyses de risques. Il y en a toujours. Si vous voulez transférer les données vers les États-Unis, vous devez faire une évaluation de risque pour les protections des données. C'est pareil pour l'analyse des risques dans le cadre de la souveraineté. Si jamais quelqu'un arrête les services avec les États-Unis, par exemple, ce serait un vrai problème. Donc oui, bien sûr, c'est dans notre intérêt de s'assurer que cela n'arrive pas. Donc voilà, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on veut faire confiance? Ce n'est même pas une question de est-ce qu'on peut. C'est plutôt est-ce qu'on ne veut pas être un peu plus souverain? Donc quand on parle de la conception de la sécurité dans les environnements OT, je pense que c'est extrêmement important de concevoir la sécurité d'une façon à s'assurer qu'on peut continuer à fournir les services. L'évaluation des risques, c'est toute une question de probabilité, de statistiques. Donc peut-être que maintenant c'est plus probable qu'avant. Voilà, on ne sait pas exactement combien, mais le problème qu'on peut avoir si on arrête le flux de données ou d'eau, par exemple, alors là, c'est un problème qui est tellement élevé qu'on ne peut pas prendre ce risque. Donc au niveau de l'Union européenne, en ce moment, on est en train de se réveiller. Et je pense que c'est vraiment le moment, oui. Mais imaginons, en fait, j'ai l'impression aussi, ça dépend ce qu'on met derrière la souveraineté des infrastructures critiques, mais imaginons, comme le redoutent beaucoup, imaginons un blackout demain, alors de 5 minutes, d'une demi-heure, 1 heure, plusieurs jours, je ne sais pas. Les conséquences sont différentes, mais ça fait partie de la problématique de souveraineté. Ce blackout, comment l'intégrer? Est-ce qu'il est intégré déjà? Est-ce qu'on l'intègre, ce risque de blackout, dans les analyses de risque aujourd'hui des infrastructures critiques? Et deuxième question, comment l'intégrer et donc en tirer certaines conséquences, notamment eh bien, la possibilité de remplacer par des solutions européennes ou autres? Well, first of all, Alors, je parle de l'Allemagne ici, mais je pense que c'est vrai pour d'autres pays. Quand il s'agit de l'approvisionnement de l'énergie, là, je suis positive que nous, on a fait le travail. Quand c'est arrivé en Espagne, et c'était où, en Italie? Non, ah oui, au Portugal, oui. Oui, ça s'est passé quand? Il y a 2 ans? Le blackout? Ah oui, alors, on a parlé avec nos fournisseurs de réseau en Allemagne, et bon, eux, ils seraient peut-être un peu plus raisonnables, mais moi, je dirais que cela ne serait pas passé en Allemagne. Nous avons un réseau qui est, oui, connecté avec l'Europe. Et je pense qu'il y avait un livre qui s'appelait Blackout, qui est sorti en 2015, qui était vraiment quelque chose de nouveau pour l'industrie de l'énergie. Donc tout le monde s'est rêvé. Et je pense que maintenant, on est dans une meilleure position qu'à l'époque. Là, ça va être un peu de l'improvisation parce que j'avais pas prévu ces questions, mais ça nourrit aussi par rapport à ce qu'on dit là. Je sais, lors de notre échange, vous parliez justement de l'importance de la souveraineté des données dans les infrastructures critiques. C'est quelque chose sur lequel vous concentrez justement vos efforts. Est-ce que, à l'heure actuelle, on voit une sorte de retour du on-premise pour justement contrebalancer l'importance du cloud
dans un contexte de recherche de souveraineté, justement, et face à des risques géopolitiques, est-ce que vous pensez justement que ce retour du on-premise pour les données dans les infrastructures critiques peut être une solution pour venir justement faire face à ces risques géopolitiques? Est-ce que c'est une tendance qui se dessine de plus en plus dans ces infrastructures critiques? I'm trying to figure out what the J'essaie de comprendre vraiment la question. Est-ce que I think since je pense que pour moi, depuis le edge computing et toutes ces idées, le travail avec les modèles hybrides, évidemment, et avoir les données qui s'étaient très proches, ça c'est très important, notamment pour les fournisseurs de structures critiques. Alors, le air gap, bon, des fois ça marche pas, c'est vrai, ce que j'ai dit, c'est vrai jusqu'à un point. Mais ça fait partie d'une approche très structurée. Quand on parle de OT et IT, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cadre de la convergence OT-IT, des concepts comme zéro confiance qui permettent d'avoir plus de flux de données s'ils sont implémentés d'une bonne façon. Donc, les possibilités existent. Et puis, Richard, par rapport à ce que vous avez dit sur l'IA, oui, tout le monde veut en faire partie. Il y a tellement de possibilités pour nous tous. Moi, ma position, et donc aussi du point de vue de l'Association fédérale pour la protection de l'infrastructure en Allemagne, nous sommes très proches de cette approche de air gap. Et oui, nous voulons avoir une souveraineté complète sur ces données-là. J'aimerais qu'on passe maintenant à la réglementation. Donc, ça vous concerne directement, Sacha et Richard, parce que je sais que au Canada actuellement, il y a une réglementation qui ressemble beaucoup à NIS 2. Donc, j'aimerais qu'on l'évoque. Dans un premier temps, Sacha, comment, à l'heure actuelle, donc NIS 2 n'est toujours pas transposé, hein, comme on le sait, bien que ce soit en cours, et l'ANSSI vient d'ailleurs de publier, de dévoiler son référentiel public pour conformer les entreprises. Donc ça approche NIS 2, mais comment la réglementation européenne, selon vous, permet d'accroître la résilience de l'OT et des infrastructures critiques, et surtout, est-ce que, selon vous, ça va être efficace réellement ? Ouais, alors pour répondre à cette question, on y est déjà, même si la directive n'est pas encore transposée sur le français, il y a quand même un petit game changer et on le ressent nous dans nos métiers parce qu'on se prépare déjà. Il faut juste savoir que les entreprises essentielles sont déjà préparées en fait aux risques cyber-OT, cyber-IT, la résilience des infrastructures critiques. Pour revenir à ce qu'on s'est dit, nous on participe à des scénarios aujourd'hui, pas de blackout, mais par exemple de ne plus passer par exemple Paris pour les accès à Internet. Et jamais on avait eu ce type de questions avant. Maintenant on l'a vraiment. Donc les entreprises essentielles, elles se préparent de plus en plus, mais le vrai game changer, il est sur la supply. Et aujourd'hui, sur les sous-traitants. Et c'est un vrai, je dirais, alors, pour nous, on l'est, par exemple, IMS Networks, c'est une entreprise donc importante. On a plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On traite des infrastructures critiques pour des clients, des entreprises essentielles. Donc, il va falloir qu'on se mette aux normes. Donc, nous, on est en capacité de le faire. Ça nous coûte énormément. Et c'est cette question-là qui me questionne le plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va aller jusqu'aux sous-traitants, aux PME, aux petites PME, aux grosses PME. Est-ce qu'elles vont avoir les armes qu'ont les entreprises essentielles de pouvoir justement traiter la cybersécurité OT?
et IT. Aujourd'hui, la maturité n'est pas là, hein, elle n'est pas totalement là, on le voit bien dans l'ensemble des entreprises. Et cet aspect supply, c'est vraiment le sujet qui est, à mon sens, le plus important. Alors, je ne sais pas ce que la régulation pourra faire. En tout cas, elle va apporter en fait des exigences. Ces exigences, on les connaît tous, hein, risque management, gestion des incidents, gestion des fournisseurs, vulnérabilité, sensibilisation. En fait, c'est comme si on avait une gouvernance du système de management de l'information et IT/OT de très bon niveau. Pour des PME, ça va être très lourd à mon avis. Donc le game changer, il est là. Maintenant, l'applicabilité, ça me semble aujourd'hui difficile d'y répondre. On voit de plus en plus quand même d'entreprises nous questionner sur le sujet, préparer Nice 2, préparer Dora, préparer plein de choses, de se conformer aux exigences pour être en règle avec la réglementation. Mais il faudra être un peu souple pendant un moment, hein, parce que ça risque d'être long. Pour se conformer à ces réglementations, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai game changer quand même. Oui, et tout à fait. Et par effet ricochet, finalement, c'est de 15 à 20 000 entreprises, mais tous leurs fournisseurs, via les clauses contractuelles, seront concernés. Et donc, effectivement, il va y avoir un effet de ruissellement. Richard, en ce moment, au Canada, il y a une législation en préparation qui, vous me disiez, ressemble beaucoup à Nice 2. Est-ce que vous pouvez la présenter très succinctement? Et est-ce que, surtout, vous pouvez nous dire si vous espérez le grand boom que présentait Sacha, justement, cet effet de ruissellement dans toute la société, dans toutes les entreprises? Oui, merci pour la question, Pascal. Mais avant de répondre à cette question, je voulais répondre à la question d'avant. Allez-y. La notion est-ce qu'un retour au on-prem, un retour, l'aspect souveraineté. Puis je donne un challenge à l'audience ici. Nous, on a commencé beaucoup de discussions avec des exploitants d'infrastructures critiques au Canada pour voir qu'est-ce qui se passerait pour votre livraison de votre service essentiel aux Canadiens si vous étiez déconnecté de l'Internet pour 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne encore? Et soyons très sérieux. Est-ce que ça va fonctionner? Et sinon, qu'est-ce qu'on devrait faire pour régler ce problème-là? Est-ce que c'est un retour à certaines des données on-prem, se déconnecter de l'Internet volontairement? On le fait dans des attaques de rançon logicielle. Il faut déconnecter la technologie. Mais on va le faire pour une semaine, peut-être 3-4 jours. Mais 3 mois, est-ce que c'est faisable? C'est une bonne question qu'on est en train de discuter chez nous. Revenir au projet de loi. Bon, effectivement, le Canada planche depuis assez longtemps sur ce qu'on appelle la loi respectant la cybersécurité. Pourquoi? Parce que la cybersécurité dans les infrastructures critiques au Canada, c'est un modèle volontaire. Il n'y a aucune obligation, il y a quelques réglementations ici et là, surtout dans le système financier ou dans le secteur gazier. On a certaines obligations de cybersécurité, mais c'est très sommaire. C'est pas une vue globale. Alors, on a décidé, on a planché sur cette nouvelle loi qui est présentement, on vient de terminer les comités de la Chambre des communes, le comité parlementaire de la Chambre des communes a été approuvé à la Chambre des communes. Elle est maintenant rendue au Sénat et après, on va faire une demande pour une sanction royale. On espère dans les prochains mois que ça soit réglé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette loi-là? 2 parties. Première partie, c'est qu'elle rajoute tout l'aspect de la sécurité des systèmes de télécommunications utilisés au Canada à la loi sur la télécommunication. Donc, on permet au ministre de l'Industrie ou au gouverneur du Canada en conseil du cabinet du ministre d'émettre des directives, des décrets pour soit enlever de la technologie ou forcer l'utilisation de technologie pour protéger la sécurité des systèmes de télécommunications canadiens. Exemple, ne pas utiliser des technologies à haut risque, comme on parle de ZTE, Huawei, etc. etc. Présentement, on n'a pas cette autorité-là. C'est un manque dans la loi sur les télécommunications, c'est ce qu'on rajoute. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ça qui est vraiment intéressant, puis je travaille là-dessus depuis pas mal longtemps, c'est créer la loi sur la protection des cybersystèmes essentiels. Puis ce que ça dit, c'est
que nos exploitants d'infrastructures critiques devraient être imputables pour la livraison de leurs services aux Canadiens. Les services qu'on considère vitaux. On a besoin de communiquer. On a besoin d'énergie. On a besoin de transport au Canada. On a besoin pour notre économie. On a besoin de nos services financiers, absolument. Alors, ces services-là, il y en a 6 qui ont été considérés comme étant vitaux pour les Canadiens. Et cette loi-là est conçue pour s'assurer que tous les risques organisationnels de cybersécurité qui pourraient limiter la livraison de ces services-là vitaux soient gérés et soient même atténués. Okay? Donc, on crée des obligations aux exploitants d'infrastructures, des obligations pour avoir un programme de cybersécurité pour identifier les risques. C'est toute la gestion de risques. Pour un programme de cybersécurité pour détecter des incidents de cybersécurité, et on a une nouvelle définition. Une définition qu'on n'avait pas dans le jargon canadien. Si la loi amène une nouvelle définition qui est beaucoup plus orientée livraison de services, orientée technologie opérationnelle. En fait, elle s'abstrait des technologies. OT, ICS, IT, même l'infrastructure d'intelligence artificielle devient in scope, fait partie de tout ça. Puis on crée ces obligations-là, obligation de rapporter des incidents de cybersécurité au Centre canadien pour la cybersécurité à travers du CST, puis sur les 4 secteurs mentionnés. Vous avez une question? Non, c'est juste rapidement parce que ça finit à 16h10 normalement et pour le public, 1 ou 2 questions, mais allez-y. OK. Mais non, je peux arrêter là. Ça va toucher qui? Okay. Tous les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de ces grands exploitants-là vont être affectés. Tous ceux qui fournissent des services tiers à la chaîne pour les exploitants. Les classes d'exploitants ne sont pas encore été établies, mais on parle d'industries qui ont des présences assez grandes, qui sont considérées comme étant uniques. Donc, ce ne serait pas comme toutes les PME, ça serait plus une autre catégorie. D'accord. Effectivement, plus axé sur les infrastructures critiques, quelle que soit la taille, contrairement effectivement à Nice 2. En tout cas, je vous remercie Richard de ces éclaircissements et merci à tous. Oui, alors en fait, l'IA, malheureusement, vu qu'on a mangé sur le on-prem à cause de mon improvisation et que alors peut-être, est-ce qu'il y a une question sur l'intelligence artificielle justement comme un nouveau facteur de risque dans l'outil ? Bon, alors, si vous en avez par rapport à l'IA, n'hésitez pas à aller voir Richard ensuite. Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, j'ai le projecteur dans les yeux, donc je vois rien. A priori, non. Alors, est-ce qu'on a le temps de... Peut-être 2 minutes, oui, Richard, si vous pouvez justement préciser ce que vous vouliez dire sur l'IA. Merci Pascal, ça va être très rapide. J'ai été invité à un colloque, une conférence à Montréal, où on parlait de l'utilisation de l'IA pour augmenter, pour les systèmes autonomes de production d'électricité au Canada. Donc, mettre l'IA directement sur la boucle de contrôle d'un système de production d'énergie. C'est là, puis on me demandait mon avis, puis en préparation pour ce colloque-là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup l'industrie veut aller trop vite avec l'intelligence artificielle. On sait que, on s'en sert beaucoup en défense, on s'en sert en protection, on s'en sert à la maison, nos enfants corrigent leurs devoirs avec, mais est-ce qu'on pourrait s'en servir dans des boucles de contrôle fermées? Est-ce qu'on prendrait ce risque-là? Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on va beaucoup trop vite. Alors, le Centre canadien pour la cybersécurité a publié au mois de mars une nouvelle introduction à la cybersécurité orientée intelligence artificielle, nos 10 mesures à prendre qui touchent 3 points. Je ne les nommerai pas toutes, mais juste mentionner les points que ça touche. C'est quel genre de mesures on devrait prendre pour
limiter l'utilisation adverse de l'intelligence artificielle contre nous. Ensuite, les mesures à prendre pour les attaques sur des systèmes d'intelligence artificielle, puis comment limiter le mauvais usage de l'intelligence artificielle par les exploitants, par les opérateurs. Il y a des notions comme le principe, un des contrôles. Là-dedans, il y en a 10 contrôles. C'est très, très simple à lire. Ça s'appelle, en passant, ITSAP 10049. Venez me voir après, je peux vous donner la référence. Mais il y en a un, entre autres, où ce qu'un système autonome, intelligence artificielle, devrait tout le temps avoir dans sa boucle de contrôle un humain. Quelqu'un qui valide le résultat. Parce que oui, il va y avoir de l'hallucination, il va y avoir la mauvaise interprétation. Et si on rend ça totalement autonome sans l'humain, ça peut causer des grands désastres. Et l'intelligence artificielle augmente énormément votre attaque de surface. Les modèles deviennent vulnérables, les données peuvent être vulnérables aussi, la technologie que vous servez augmente les vulnérabilités. Alors, il y a certains contrôles qui doivent être mis en place avant d'introduire l'intelligence artificielle dans vos systèmes d'exploitation. Une petite question par rapport à ça, parce qu'en Europe, on a l'AI Act qui vient justement imposer pour les systèmes dits à haut risque l'intervention humaine. Et parallèlement à l'AI Act, nous avons le Cyber Resilience Act sur les objets connectés. Les deux d'ailleurs qui vont se télescoper, et ça va être intéressant de voir ça, parce que justement l'IA dans les objets connectés vont être soumis à l'AI Act et donc à cette nécessaire... Est-ce que le Canada, vous avez cité cette législation qui s'inspire de Nice 2, est-ce que ça c'est des législations qui, on le sait, l'Europe est souvent en avance en la matière, notamment on l'a vu avec le RGPD, est-ce que ça c'est des législations qui imbibent même vous tous en Allemagne ou ailleurs, qui imbibent enfin en Allemagne c'est en Europe, mais en tout cas au Canada, qui imbibent les débats pour vos législations? Oui, absolument, absolument. C'est ce que j'ai mentionné aussi, c'est que la manière que la loi est écrite, c'est abstrait des technologies. Alors, si un exploitant veut se servir des nouvelles technologies, des nouvelles tendances, et l'intègre de façon systématique dans son système opérationnel de livraison, cette technologie-là devient assujettie. Alors, il va y avoir certains contrôles qui devront être rencontrés. Elles ne sont pas réglementées encore. La réglementation n'est pas écrite, la loi n'est pas approuvée, mais c'est notre prochaine étape dans le prochain 12 mois où la réglementation devrait être faite, incluant des contrôles touchant l'intelligence artificielle. Do you want to add yes, okay. Just a very small comment. Un commentaire très bref. Je voulais juste dire que c'est très important de séparer les OT de infrastructures critiques et les OT. Et l'intelligence artificielle va changer le monde. Il ne faut pas louper le coche. Et en termes de législation, j'espère qu'on va séparer l'OT en général et demander à l'Europe qu'elle continue à innover pour protéger et la protection des infrastructures critiques, qui doit être très forte. Il y a de très très beaux débats, je vous remercie en tout cas. Et merci à vous d'avoir écouté et pour votre présence. Et je vais laisser, on va laisser les autres intervenants s'installer. Merci à nos intervenants. Et merci Pascal pour l'animation. On va maintenant passer... Merci Richard, à bientôt. Thank you very much. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. Bye bye. Oui, on échange. Bonjour. On va maintenant enchaîner avec Mathieu Morichon, qui est le RSSI d'Exaion. Nous allons parler ensemble du sujet suivant, sécuriser les environnements sensibles à l'ère de l'IA. Bien, bonjour Fabrice, bonjour à tous. Bonjour Mathieu, peut-être un petit mot sur votre poste, votre périmètre, et puis bien entendu un mot sur Exaion.
Alors oui, je suis RSSI, donc responsable de la cybersécurité chez Exaion depuis juin 2024. Et mon rôle, c'est d'appliquer la cybersécurité, essayer d'entrevoir ce que seront nos produits cyber et le coup d'après pour la cyber, pour essayer de nous protéger dans un monde qui évolue assez rapidement. Donc Exaion se positionne comme un fournisseur de cloud spécialisé dans le calcul très intensif. Alors, vous venez de le dire. Exaion est positionné sur le marché du cloud privé haute performance. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Alors le cloud privé, donc après quelques années d'une tendance de move to cloud un peu frénétique, où les entreprises ont décidé d'aller massivement vers le cloud, on s'aperçoit un certain retour au cloud privé et à la maison, c'est-à-dire en gros pour le calcul intensif, notamment l'IA et le HPC, de se dire qu'il est peut-être préférable de calculer ces choses chez nous pour éviter des fuites d'informations. Donc qu'est-ce qu'on entend par le calcul intensif ? On a deux grandes familles de technologies. On a les HPC, le calcul haute performance, qui sont en fait des calculs qui nécessitent tellement d'étapes que ça serait dérisoire de le faire sur un serveur classique, ça prendrait des années. Donc le rôle, c'est d'aller distribuer le calcul dans un maximum de nœuds pour en réduire la durée. Et on arrive à faire tourner des codes de calcul en quelques heures ou quelques jours. Et le deuxième champ, qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est le calcul GPU, qui permet notamment de faire de l'entraînement de modèles d'IA, de l'inférence IA. Donc l'inférence IA, c'est juste exécuter une IA et faire ce qu'elle a à faire. Et puis bien sûr, de l'IA générative. Donc des choses qui sont plutôt du domaine où on va explorer de nouveaux produits, donc peut-être garder cette propriété intellectuelle à l'intérieur de l'entreprise. En quoi ce positionnement répond-il aux enjeux de cybersécurité liés à l'IA et aux environnements sensibles ? Alors, le grand problème avec les IA, c'est qu'aujourd'hui, les IA viennent par le prisme de l'IA grand public. On ne va pas se le cacher, les IA grand public sont révolutionnaires, elles nous éblouissent, elles sont merveilleuses. Elles sont aussi extrêmement puissantes et extrêmement dangereuses. Un des problèmes principaux avec les IA grand public, c'est finalement on est assez tributaire de l'éditeur. On ne sait jamais ce qui est fait des données que l'on upload. On ne sait jamais ce qui est fait des prompts que l'on rédige sur ces IA et sur ces éditeurs. Donc il y a un vrai problème déjà à la maison et au sein de l'entreprise du fait que des salariés puissent charger des données de l'entreprise dans ces IA et prendre des risques assez importants. Donc les risques, moi j'en vois deux principaux. Le premier risque, c'est d'exfiltrer petit à petit des données qui sont cœur business de l'entreprise et finalement perdre un peu de propriété intellectuelle si jamais on se fait voler ces données ou si elles se font espionner. Et puis le deuxième risque principal, c'est le risque sur la conformité, notamment avec le RGPD. Sachez que si on upload des données à caractère personnel sur une IA grand public, type ChatGPT ou Gemini, on ne sait absolument pas ce qui est fait et on ne peut pas maîtriser la suppression de ces données. Donc on se met quasiment de facto en contradiction avec le RGPD et la CNIL. Donc s'il vous plaît, ne chargez pas de données à caractère personnel sur les IA grand public. Donc finalement, peut-être que l'IA privative pourrait répondre à ce problème, puisqu'en effet, en fait, on n'a pas tous des métiers où on charge des données peu sensibles. On a parfois des métiers où les données sont très sensibles. Et on vient de dire qu'il ne faut pas mettre de données à caractère personnel sur l'IA, mais si votre métier, c'est justement de faire des statistiques de masse sur des données personnelles, vous n'avez pas 10 fois trop de choix. Ce qu'il faut, c'est opter pour de l'IA privée, qui vous permettra d'éviter des fuites sur Internet et chez les éditeurs. Vous auriez quelques exemples d'entreprises dites sensibles qui ne peuvent pas utiliser justement d'IA publique ? Alors oui, toute entreprise qui cherche à créer un nouveau produit, une nouvelle molécule pour un labo pharmaceutique, des nouveaux smartphones, un producteur énergétique par exemple qui gère du nucléaire. Donc tous ces champs de recherche et ces champs de données et de calcul ne doivent pas filtrer puisque les ennemis sont assez nombreux et donc il faut avoir une attitude assez conservatrice. Et donc le problème, c'est bien sûr de se dire si je ne vais pas vers l'IA, est-ce que je risque pas de me faire dépasser par la concurrence ? Et si j'y vais, est-ce que je ne prends pas des risques complètement inconsidérés ? Donc, et pour les entreprises qui veulent avoir leur propre ChatGPT, c'est possible concrètement ? Alors c'est tout à fait possible et c'est une de nos spécialités, c'est de proposer aux entreprises d'avoir leur propre LLM et leur propre ChatGPT interne, avec un avantage qui est double. Le premier avantage, c'est de pouvoir prompter librement. On est sûr que ce que l'on saisit ne va pas sur Internet et chez un éditeur. Les documents de l'entreprise qui sont chargés dans cette IA, donc refaire un Excel, refaire un PowerPoint ou autre, ne sont pas non plus lus par des puissances étrangères ou des ennemis.
Et puis l'avantage qu'il y a en plus, c'est qu'on va pouvoir faire des bases de données, donc des RAG, des bases de données avec les données de l'entreprise, pour pouvoir non seulement prompter, mais prompter les données de l'entreprise. Donc retrouver des éléments très précis avec des acronymes et des termes qui sont spécifiques à notre entreprise, sans avoir à préalablement les charger dans une IA publique auprès de laquelle on a assez peu confiance finalement. Donc le RAG, c'est on prend un corpus de données propre à l'entreprise et on se sert Exactement. de l'entreprise. Donc le modèle d'IA est lui-même entraîné pour dialoguer avec vous de manière libre, mais ne connaît absolument pas votre métier. Donc le RAG est la base de données entre guillemets vectorielle à côté qui permettra à ce LLM d'aller chercher les informations qu'il ne connaît pas. Et il n'ira pas bien sûr les chercher sur Internet puisqu'il aura sa base de données. Et on va pouvoir l'enrichir au fil des années pour faire progresser finalement nos produits, nos recherches et notre business. Plus globalement, quelle solution concrète Exaion apporte aux entreprises qui cherchent à protéger leurs données sensibles? Alors, effectivement, nous, on a une approche plutôt conservatrice de dire on va proposer du cloud privé. Donc, ça veut dire quoi le cloud privé? Ça veut dire que finalement, on a le matériel et le logiciel et l'appli le réseau, tout est 100% dédié à un client. Donc, ça simplifie largement l'appréhension, la compréhension de où est-ce que je mets mes données, où est-ce que sont les points de vulnérabilité, les failles et les latéralisations, puisque finalement tout est chez moi et tout est siloté, je ne prends aucun risque. Donc bien sûr, si les entreprises n'ont pas de data center, nous ce que l'on propose c'est d'héberger finalement ces architectures de cloud privé dans nos data centers sécurisés en France, mais les entreprises pourraient très bien les avoir chez elles. Donc le fait que ce soit privé, voilà, on a tout le socle qui est dédié à un usage et on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une entreprise, plutôt que de se casser la tête à essayer de ségréguer les accès et les données, on pourrait très bien dire de faire des RAG et des LLM dédiés au RH, d'autres dédiés à la finance, d'autres dédiés à l'ingénierie, etc. Et voire même une intelligence artificielle au-dessus qui va pouvoir dispatcher l'utilisateur quand il va vouloir requêter et puis trouver des infos de sa propre entreprise. Quand on a préparé cette intervention, on m'avait parlé également de diodes réseaux optiques qui permettent l'échange sécurisé. Donc ces modèles d'architecture que l'on voit, on essaie de les associer à des composants supplémentaires. Donc on a notamment un composant de diode réseau, qui encore une fois, on est allé droit au but. On a tout simplement dans cette diode réseau désactivé la fibre retour, qui permet en fait d'exfiltrer de l'information que dans un seul sens en UDP, et qui empêche toute intrusion depuis de l'autre partie de cette diode. Aussi talentueux l'attaquant soit-il, ne pourra jamais pénétrer puisque c'est basé sur un principe physique. Il n'y a pas de fibre retour, donc il n'y a pas de circulation de la lumière et de transmission de la donnée. Et puis un des derniers produits que l'on propose aujourd'hui, c'est un logiciel d'effacement sécurisé. Parce qu'on sait que le cycle de vie de la donnée va aussi sur la mise au rebut et le recyclage des disques. Et donc cet outil d'effacement sécurisé est encore une fois basé sur des technologies open source certifiées sur l'effacement sécurisé. Et le petit truc en plus qu'on apporte côté Exaion, c'est le fait de produire un certificat à l'issue de cet effacement et de l'ancrer dans une blockchain pour le rendre totalement infalsifiable. Donc finalement, toutes ces briques reposent sur un principe fondamental, c'est notre utilisation quasiment exclusive de l'open source, puisque l'open source est très transparente, le client peut absolument tout consulter et vérifier qu'il n'y a pas d'écriture en Y, de malware, de porte dérobée dans ces lignes de code. Et ça, pour nous, ça a vraiment beaucoup de valeur. Alors chez Exaion, la cybersécurité est aussi pensée à travers le prisme de la souveraineté. Pourquoi ces dimensions vous paraissent indissociables aujourd'hui de la cybersécurité ? Alors malheureusement, l'actualité nous montre que le monde subit beaucoup de conflits. On a une explosion des attaques cyber. On a aussi une crainte très récente du droit international qui semble pouvoir être à géométrie variable. Et donc, il nous paraît important de donner aux clients la sensation, et même pas que la sensation, la maîtrise de où est-ce qu'ils achètent leurs prestations informatiques, où est-ce qu'ils exécutent leur code et où est-ce qu'ils stockent leurs données. Donc finalement, selon moi, la souveraineté revêt plusieurs aspects. Il y a l'aspect juridique. Donc je suis européen, je vais consommer des produits et des services européens, je suis dans la même juridiction, donc je peux m'appuyer sur un aspect de droit pour revendiquer mes droits. Et le deuxième aspect, ça serait sur l'indépendance technologique. Donc ça rejoint l'open source et de s'éloigner aux produits à licence. Et on l'a vu, il y a quelques chantages économiques du fait d'augmenter drastiquement les prix des licences pour mettre un peu à genoux les petites entreprises et faire payer les grosses entreprises. Il y a aussi les droits de douane qui peuvent être problématiques. Donc finalement,
de se rendre indépendant technologiquement permet de progresser dans cette indépendance. Et notre souhait à nous, c'est de permettre à notre client de progresser dans son parcours de souveraineté finalement, et d'échapper un maximum aux influences extérieures, qu'elles soient conflictuelles ou économiques, et d'être en maîtrise finalement sur tout son écosystème, surtout sur le calcul intensif qui est assez nouveau, HPC, IA, et sur lesquels il faut qu'on arrête de se dire, il y avait les données historiques qui étaient très sensibles, ensuite on fait des recherches sur de l'IA. Aujourd'hui, l'IA est partout, l'IA est intégrée partout, dans toutes les applications, y compris les plus critiques de l'entreprise, avec les données les plus sensibles. Donc il faut le sécuriser le tout et ne pas avoir une vision séparée des deux mondes. Alors, dernière question, le calcul intensif est parfois gourmand en ressources. Quelle est votre approche de l'éco-responsabilité chez Exaion ? Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, le calcul intensif et l'IA sont très gourmandes. Cela dit, il est important de savoir que certaines entreprises, et même beaucoup d'entreprises, utilisent l'IA de manière raisonnable et raisonnée. Elles en ont besoin. Donc notre réponse côté Exaion, c'était d'abord pour nous et nos data centers de souscrire à de l'énergie sur un mix décarboné au maximum. Le deuxième aspect qui était un peu plus industriel, ça a été de travailler sur des solutions finalement pour confiner la chaleur des serveurs qui calculent et des serveurs GPU, notamment avec des bacs à immersion qui ont cet intérêt déjà de cloisonner le serveur, c'est-à-dire d'éviter que la chaleur se dissipe et qu'on soit obligé de dépenser des énergies folles en climatisation pour le refroidir. Et en plus, le liquide ainsi chauffé va chauffer un circuit d'eau. Donc finalement, on récupère cette chaleur fatale, une chaleur qui était censée être perdue, et on va réchauffer l'eau du bâtiment voisin. Donc on va tout simplement transformer l'énergie qui était censée être perdue en production d'énergie, je dirais, associative, collaborative avec les voisins qui entourent le data center. Et ça, c'est une approche qui est assez attirante aujourd'hui pour la construction de data centers et de nouveaux usages du calcul intensif. Et puis enfin, on a chez Exaion une approche qui est quand même très sur l'éco-responsabilité, le recyclage, et on se dit qu'un équipement ne doit pas être jeté tant qu'il est encore opérationnel. Donc on a même un modèle où on rachète des supercalculateurs, où on les efface avec notre logiciel Wipe pour garantir aux clients que bien sûr aucune donnée ne reste sur ces disques durs. Et puis on recycle, je dirais, les équipements jusqu'au bout pour en extraire tout ce qu'ils peuvent extraire jusqu'à la dernière année d'exécution. Et quand ils sont en panne, enfin on les recycle et on en rachète de nouveau. Mais l'économie circulaire est très importante pour nous puisqu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de gaspillage aujourd'hui au travers du calcul intensif. Voilà. Une démarche d'éco-responsabilité à plusieurs niveaux. Exactement. On espère aussi que les usages d'IA un peu moins importants vont se réduire un petit peu. Donc par exemple, il y a un exemple qui est assez triste. C'est le fait par exemple de dire merci à la fin d'une IA quand elle a résolu notre problème. Sachez que quand vous dites merci après avoir discuté pendant une demi-heure avec elle, vous allez renvoyer l'intégralité du contexte à un serveur qui va lancer au bas mot 50 à une centaine de workflows pour réétudier votre réponse et vous dire oui, tu as raison, merci de m'avoir dit merci, voici d'autres propositions. Donc d'un point de vue éco-responsable, d'un point de vue de la planète, c'est assez assassin de juste dire merci à une IA. Donc il faut être assez vigilant sur finalement tout ce qu'on peut mettre et essayer d'avoir un usage très intéressant qui va pouvoir peut-être faire évoluer nos sociétés, nous apporter de nouveaux produits, nouveaux modes de vie, nouveaux procédés. Et on l'espère sur des sujets tels que l'aéronautique, la médecine, les transports, les télécoms, faire progresser et puis réduire certaines douleurs aujourd'hui qui sont vécues par les humains. Très bien, écoutez Mathieu, merci infiniment pour ce témoignage. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Et